Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Camille Cesson, je suis chef du service conservation au département son vidéo multimédia depuis un an. Auparavant, j'étais directrice adjointe et responsable des collections patrimoniales de la Médiathèque musicale de Paris, donc un établissement de lecture publique qui fait du prêt et de la conservation. Voilà, qui est un petit peu sur les deux tableaux. À la BNF, en fait, le département son vidéo multimédia conserve les documents audiovisuels et multimédia de l'ensemble du dépôt légal, contrairement à, par exemple, la Médiathèque musicale de Paris où, comme son nom l'indique, la coloration des collections est musique. À la BNF, on raisonne plutôt par type de support. On va avoir, que je vais vous détailler tout à l'heure, mais en gros, on a trois grandes familles de supports. Les supports mécaniques, qui sont les plus anciens, donc disque noir, 78 tours et micro-sillon, les supports magnétiques, donc tout ce qui est bande magnétique, son, vidéo, et les supports optiques, CD, DVD, CD-ROM, voilà. Donc, en gros, les trois grandes catégories. En tant que chef du service conservation, la mission du service, c'est deux grandes missions: la conservation physique des documents, avec la gestion des magasins, des fournitures de conservation, vraiment tout ce qui est conservation physique qu'on va davantage aborder aujourd'hui, et la conservation numérique des documents, avec une grosse activité de numérisation des fonds qui se partagent sur trois filières. Une filière externe avec des marchés de numérisation, donc des numérisations qui sont réalisées par des prestataires extérieurs, et deux filières internes. Une filière interne qui est réservée au support optique, les CD ayant été en grande partie déjà numérisés, essentiellement aujourd'hui des DVD, et on commence à faire des Blu-ray avec des problématiques qui sont propres au Blu-ray, sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement plus longuement. Et une filière de numérisation-restauration qui est composée d'une équipe de 5 techniciens son et vidéo, deux techniciens vidéo, trois techniciens son, dont le temps est consacré à la restauration du signal, parce qu'en fait, quand je dis restauration, on n'intervient pas physiquement sur le document pour le restaurer. Même s'il est abîmé, on a des techniques de restauration pour intervenir même sur des disques qui sont cassés, sur des bandes qui sont froissées ou qui sont voilà, différentes choses. Donc la plupart du temps, on numérise le signal et ensuite la restauration euh, intervient sur le signal numérisé. Voilà, et donc cette activité-là, elle est essentiellement destinée à de la valorisation sur Gallica, pour des expositions, et puis pour une activité commerciale de la BNF via son département images et prestations, qui nous sous-traite en fait toute la partie audiovisuelle. Voilà, le département images et prestations est chargé pour la BNF de réaliser les numérisations et les copies que vous allez pouvoir retrouver, par exemple, dans des catalogues d'exposition, dans des beaux livres, dans tout un tas de... Voilà. Et donc, quand, par exemple, on entend des archives sonores dans une émission de radio, en général, si l'archive vient de la BNF, elle est passée par nos mains pour être numérisée et parfois montée pour être diffusée en radio. Voilà pour l'activité du service que je dirige, grosso modo. Donc, je vais partager ma présentation. Alors, effectivement, c'est une présentation que j'ai déjà faite en partie à la CIM. Il y a probablement des choses que j'ai ajoutées. Mais voilà. Et puis, il ne faudra pas hésiter au moment de l'échange à revenir et à éventuellement me poser des questions sur des choses plus précises. Il y avait quelques questions qui avaient été posées en amont pour lesquelles j'ai préparé des réponses. Donc, je vous détaillerai ça à la fin. Donc, la grande différence en fait entre l'imprimé et l'audiovisuel, c'est que on est quand même sur un objet qui a connu beaucoup de mutations technologiques
dans un temps relativement court. Et on est sur des documents qui ont besoin d'une médiation pour être lus. J'entends par médiation le lecteur, en fait, donc magnétoscope, platine CD, platine vinyle, voilà. Des lecteurs qui sont confrontés à un phénomène d'obsolescence et ce qui rend en fait la conservation des phonogrammes enfin, plus complexe que la conservation des imprimés à certains égards. Je vous le disais, à la BNF, on conserve le dépôt légal des phonogrammes. La loi date de 1925, donc cette année, on fête le centenaire du dépôt légal des phonogrammes. En réalité, l'application, c'est vraiment 1900, le décret d'application, c'est 1938 et l'application réelle, c'est les années 40 avec des trous dans la raquette qui peuvent être assez importants parce que les éditeurs ne connaissent pas nécessairement leurs obligations de dépôt légal. Au département son vidéo multimédia, on a des prospecteurs, prospectrices dans les différents services son, vidéo et multimédia qui sont chargés justement de collecter les documents qui pourraient manquer au dépôt légal. De ce fait, il peut être tout à fait possible que vous conserviez des documents qui ne sont pas à la BNF. Et je pense notamment, bien sûr, aux productions locales qui peuvent avoir été diffusées dans un cercle assez restreint. Donc, d'où l'importance, je pense, d'être en capacité de les conserver de la meilleure manière. Comme je vous le disais au début, on distingue trois grandes familles de formats. Donc, les formats mécaniques, qui sont les disques noirs 78 tours, 45 tours et 33 tours. Je vous expliquerai peut-être un peu plus la distinction entre ces différents disques noirs et les cylindres, les supports magnétiques, bandes magnétiques, cassettes audio. On parle aussi des VHS, Umatic, Betamax, donc qui sont là des formats vidéo. Voilà. Et pour terminer, les supports optiques, donc compact disque, DVD, Blu-ray, Laserdisc, d'autres formats qui vont être un petit peu plus exotiques. Comme vous le voyez, c'est plutôt dans l'ordre chronologique que ces supports interviennent. Donc, d'abord les supports mécaniques, ensuite les supports magnétiques et les supports optiques. Je reviens pas nécessairement sur l'histoire de l'enregistrement sonore, mais en gros, les supports les plus anciens, ça va être les cylindres. Alors, les cylindres, il y en a encore très peu en circulation. Il y a quelques mois, j'ai eu la possibilité d'échanger avec Henri Chamou, qui est chercheur à l'ENS de Lyon et qui a inventé une machine pour numériser les cylindres. Lui, il estime, et je pense que c'est le meilleur connaisseur de la question en France, il estime qu'en France, il y a encore à peu près 50 000 cylindres en circulation. À la BNF, on en conserve à peu près 7 à 8 000. Donc voilà, c'est un support qui reste quand même assez rare, qui est probablement dans des collections particulières, qui est assez peu en conservation par ailleurs. Donc, c'est davantage une slide pour la culture générale. Les cylindres, il y a deux époques différentes pour les cylindres. Donc, c'est vraiment les supports les plus anciens. On parle du tout début du XXe siècle, vraiment avec les premiers cylindres, les cylindres les plus anciens qui sont conservés à la BNF. Ce sont les cylindres Eiffel. Donc, Edison avait inventé le principe de l'enregistrement sur cylindre. Alors, il a créé la machine et Charles Cros, qui était inventeur et poète, avait eu la même intuition et avait déposé son intuition sous pli cacheté à l'Académie des sciences quelques mois avant. Donc, on parle d'une invention intellectuelle française et d'une invention industrielle américaine. Donc Edison, au moment de l'exposition universelle, rencontre Gustave Eiffel. On peut retrouver la scène, en fait, quand on visite la Tour Eiffel, la scène a été reproduite avec des mannequins grandeur nature qui viennent du musée Grévin. Et donc, ce sont des cylindres qui datent vraiment de la toute fin du XXe siècle, sur lesquels Gustave Eiffel s'est enregistré et a enregistré sa famille. Donc là, on parle de cylindres en cire.
qui en fait fonctionne selon la même technologie qu'ensuite les micro-sillons. Donc c'est un sillon qui est enregistré sur un cylindre avec une machine qui le lit avec une aiguille. Donc les cylindres en cire, c'est de la cire de carnauba, donc un polymère végétal. C'est très fragile, très sensible à la chaleur. Et ensuite, on va avoir une deuxième époque, ça va être les cylindres en celluloïd. Le celluloïd est beaucoup plus résistant, résistant à l'humidité, résistant à la chaleur. Par contre, c'est inflammable parce qu'on est celluloïd, cellulose, et donc on est sur un document qui contient des nitrates et qui est potentiellement inflammable. Alors moins inflammable que des négatifs photos ou de la bobine de film, mais on est quand même sur un document qui est fragile. Voilà, donc c'est probablement le support audio le plus fragile, à ne pas toucher avec les doigts parce qu'on risque de générer de la moisissure, à conserver à une température inférieure à 18 degrés parce que sinon la cire a un risque de ramollissement et de perte du signal, et dans une hygrométrie de 40%. Voilà. Alors, ce qui va, je pense, tous vous intéresser, c'est vraiment les disques noirs. Donc, on distingue les 78 tours des micro-sillons. Alors, les 78 tours apparaissent en alors, je sais pas, 1887. C'est une intuition d'Émile Berliner qui n'est pas convaincu par le signal. Charles Cros avait déjà expliqué que ce serait probablement mieux de de lire le son à partir d'un disque plat. Il avait imaginé un disque en verre qui serait marqué à l'acide pour pouvoir le lire. Mais en fait, les tentatives d'Émile Berliner montrent que ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, il va se tourner vers la gomme laque, qui est issue des déjections d'un insecte qu'on trouve en Inde. Et très rapidement, en fait, on va avoir une production industrielle de cette gomme laque pour pouvoir fournir les 78 tours. Donc, comme pour la cire des cylindres, c'est un polymère végétal. Donc, on est sur quelque chose d'organique et donc, ça explique pourquoi les 78 tours sont beaucoup plus vulnérables à la moisissure que ne vont l'être les micro-sillons. Sur un conseil de manipulation tout simple, comme pour les cylindres, les 78 tours, on met pas les doigts sur les sillons, on le tient par les bords. C'est des choses vraiment bêtes que vous savez très probablement, mais vraiment c'est pour éviter de déposer en fait des germes sur une surface organique où il y a un potentiel de développement de moisissure. Les microsillons, en revanche, là on est sur un polymère synthétique, le polychlorure de vinyle ou vinylite, qui commence à être développé dès les années 30, mais prend vraiment son essor à partir des années 50. Le microsillon, en fait, le polychlorure de vinyle permet de faire des sillons beaucoup plus étroits et permet de multiplier par 5 le temps d'enregistrement par face, et permet aussi de faire des galettes qui sont plus légères et plus faciles à manipuler. Pour les disques noirs, les conditions de conservation sont les mêmes qu'on soit sur du 78 tours ou sur du micro-sillon. Donc, on recommande une température de 18 degrés, plus ou moins 2 degrés, et une hygrométrie de 40%, avec évidemment plus ou moins 5% de variation, et ventilation et filtration de la poussière. Je viendrai à la question de la poussière un peu plus tard, mais c'est vraiment notre ennemi numéro un. Les 78 tours donc, sont assez vulnérables au choc, à l'humidité et à la moisissure parce que les sillons sont plus larges et comme je vous le disais, c'est un polymère végétal, donc c'est une matière organique. Les micro-sillons, en revanche, comme on est sur un polymère synthétique, c'est du plastique, donc c'est plus vulnérable à la chaleur et à la lumière. Pour le stockage, vous le savez sans doute, il faut vraiment privilégier un stockage à la verticale sur des étagères. Alors, les 78 tours, il faut impérativement les reconditionner
parce que les 78 tours, contrairement aux micro-sillons, ils étaient commercialisés dans des pochettes papier. Pochettes papier qui souvent ne présentent pas un grand intérêt parce qu'elles sont standardisées, elles ont les informations de l'éditeur et il n'y a pas forcément d'informations liées à l'enregistrement du disque. Donc les pochettes sont vraiment interchangeables, elles sont assez fragiles et à moins d'avoir des marques de propriété du collectionneur, il y a peu d'intérêt à conserver ces pochettes papier. Donc il y a par contre une vraie nécessité à reconditionner les 78 tours dans des pochettes ad hoc. Je pourrais revenir enfin, je reviendrai plus tard sur le matériel de conservation. En vous donnant notamment des noms de prestataires. Mais voilà, des pochettes en carton neutre avec un rond central évidé pour pouvoir lire les informations sur l'étiquette. Et ensuite, dans des boîtes de regroupement en carton neutre, idéalement des boîtes cochards, pour pouvoir les protéger des chocs et pouvoir les ranger à la verticale sur une étagère. Un détail qui n'en est pas un, c'est très lourd. Un 78 tours, ça peut peser jusqu'à 800 grammes pièce. Donc une boîte de 78 tours, une boîte cochard, on peut en mettre à peu près 15-20 dedans. Donc bah, vous faites le calcul, hein, la boîte elle pèse vite très lourd. Et sur vos tablettes, ça va peser forcément un certain poids. Donc, il faut faire attention à ça pour éviter que bah, les étagères lâchent et que vos 78 tours tombent et ils se cassent. Pour ce qui est micro-sillon, on est quand même sur un support qui est stable et robuste. Pour l'anecdote, quand j'étais à la médiathèque musicale de Paris, il y avait une partie des doublons qui avait été stockée dans la réserve centrale des bibliothèques de la ville de Paris, dans des cartons qui avaient été empilés les uns sur les autres. Donc on s'est dit que ça allait être catastrophique et qu'on allait retrouver des disques tout gondolés parce qu'ils avaient été stockés là plus de 20 ans. Et quand on a ouvert les cartons, c'était des disques qui étaient en excellent état, pas du tout rayés, très très peu gondolés, vraiment à la marge. Donc voilà, donc c'est un support s'il est stocké dans des conditions magasin, alors évidemment, je recommande pas les cartons empilés les uns sur les autres, hein, c'est pas à faire. Mais c'est un support qui est vraiment robuste. Voilà. Donc le reconditionnement est pas nécessaire. Par contre, il faut vraiment se méfier des plastos, donc les pochettes plastiques qui sont à l'intérieur des pochettes cartonnées, parce que là, le plastique peut vraiment coller au disque et donc il faut vraiment autant que possible retirer ces pochettes et les remplacer par du polyéthylène ou du mylar qui glisse bien et qui évite l'électricité statique. D'une manière générale, je vais beaucoup le dire, mais en fait, il faut vraiment se débarrasser du plastique pour la conservation. Autant que possible, privilégier le carton et le carton neutre quand on peut. J'en viens aux bandes magnétiques. Donc, les bandes magnétiques, c'est une grande famille de supports dans lesquels on va trouver des formats extrêmement différents. Bien sûr, les bandes magnétiques audio, vidéo, les cassettes audio, on a un peu oublié, les cassettes vidéo. Alors là aussi, on est sur un polymère synthétique, donc du polyester à partir des années 60, avant du triacétate de cellulose. Donc la difficulté avec les bandes magnétiques, c'est qu'en fait, c'est un format un peu composite parce que c'est à la fois un polymère synthétique, donc polyester ou triacétate de cellulose, mais pour permettre la lecture, les bandes, elles sont lubrifiées et elles sont lubrifiées avec des acides gras. Ces acides gras, ils sont prompts à se désagréger et à remonter à la surface des bandes et à faire des taches blanches. Ils peuvent aussi moisir. Donc, quand vous observez des taches blanches sur une bande magnétique, c'est pas forcément de la moisissure, ça peut être ces acides gras qui se décomposent. À l'œil nu, c'est vraiment difficile de faire la différence parce que c'est un peu épais, c'est peut-être moins poilu qu'une moisissure. Donc, quand vous regardez une moisissure de près, vous voyez les spores en fait qui forment des poils. Donc là, les acides gras vont avoir moins cet aspect poilu, chevelu, mais vraiment c'est difficile de faire la part des choses.
Et donc là, il faut vraiment faire des analyses pour pouvoir déterminer ce qu'il en est. Dans les deux cas, évidemment, ça dégrade le matériel de lecture, donc il ne faut pas lire une bande sur laquelle il y a des taches blanches. Les conditions de conservation, on est toujours sur une température de 18 degrés, plus ou moins 2%, et une hygrométrie de 30%, avec plus ou moins 5%. Donc si vous vous retrouvez à stocker dans votre magasin différents supports audiovisuels avec du magnétique, du mécanique. Voilà, il y a une hygrométrie idéale de 35% où vous pouvez tout stocker au même endroit dans des conditions idéales. Les bandes magnétiques, c'est très fragile. Ça craint la chaleur, l'humidité. Les bandes, elles risquent de se déformer. Et alors, quand je dis la chaleur, c'est la chaleur enfin, assez rapidement, hein. Déjà, 45 degrés, c'est pas, voilà, elles aiment pas ça. Les bandes risquent de se déformer, donc soit de devenir molles et de s'étirer, soit de devenir rigides et de se casser. Et donc à ce moment-là, elles vont se déchirer quand on va les lire, quand on va les débobiner ou les rembobiner. Les bandes magnétiques, encore une fois, il faut vraiment éviter le plastique et parce elles arrivent souvent conditionnées dans des sacs en plastique parce qu'elles étaient vendues comme ça, dans des sacs en plastique, dans des boîtes en carton. Pour le coup, le sac en plastique risque de faire de la condensation et donc de l'humidité et donc de la moisissure. On recommande de les stocker à la verticale, dans des conditionnements en carton neutre. Après, par exemple, ici à la BNF, on les conserve souvent dans leur carton d'origine. On se débarrasse du plastique et on les conserve dans leur carton d'origine. Donc, voilà. Un dernier élément qui est vraiment important, c'est qu'il ne faut pas stocker les bandes magnétiques à côté d'appareils qui génèrent des champs magnétiques, donc des aimants, des casques, des haut-parleurs. Donc, ça risque de démagnétiser la bande et on risque donc de perdre le signal. Voilà pour les bandes magnétiques. Je passe au support optique. Donc là, hein, voilà, on arrive dans la dernière époque du support physique. Le CD, l'invention du CD, ça remonte à 1977. Enfin, le principe du CD, c'est 1977 avec la sonde Voyageur 1, qui, peut-être que vous vous en souvenez, transportait un disque sur lequel figuraient des informations sur la vie sur Terre, que l'objectif de la sonde Voyageur, c'était de l'envoyer dans l'espace et d'espérer qu'un jour elle serait interceptée par un peuple extraterrestre. Et donc, on avait besoin de stocker ces données en assez grand nombre. Et c'était pas, il y avait notamment des images, et il y avait des images, il y avait du son, il y avait voilà, un ensemble de choses. Et donc, c'est à cette occasion-là que Sony développe la technologie du support optique. Donc, en 77, et ensuite le commercialise à partir du début des années 80. Le véritable boom du CD, c'est les années 90, où là, vraiment, il vient supplanter le support vinyle. Aussi parce que, bah, comme toujours pour l'évolution du support physique, il a une capacité de stockage qui est supérieure au vinyle. On va retrouver différents supports. Le plus répandu, c'est le CD de 12 centimètres. Mais on va avoir aussi des laserdiscs. Alors ça, c'est plutôt pour du film qui vont faire 30 centimètres et qui vont être gravés sur les deux faces et des mini-disques qui étaient enregistrables et qui faisaient 8 centimètres. Vous avez peut-être dans vos collections des CDR, donc des CD réinscriptibles. Ça, c'est un support qui est extrêmement fragile et qu'il faut copier de toute urgence parce qu'il se dégrade très rapidement. Voilà. Les conditions de conservation du CD, ben, c'est un support qui supporte relativement bien la chaleur quand même. Donc on est autour de 20 degrés, plus ou moins de degrés, et une hygrométrie entre 20 et 50%. Voilà, parce qu'on est vraiment sur un support tout synthétique. Peu de chances de voir des moisissures se développer vraiment sur la galette. En revanche, ils sont souvent accompagnés de livrets,
Le livret, on est sur du papier, donc toujours la potentialité d'avoir des moisissures qui peuvent se développer. Le stockage se fait à la verticale, dans un boîtier adapté. Si vous voulez stocker dans des pochettes plastiques, c'est pareil, je vous recommande de vous débarrasser des pochettes plastiques pour les remplacer soit par des pochettes Mylar, soit pour les conditionner dans des boîtiers cristal. Parce que la pochette plastique, là, pour le coup, a un vrai risque de coller au CD et d'emporter avec elle une partie du signal quand on la décolle. Vous avez peut-être déjà vu ça. Mais ça arrive assez fréquemment. Les CD sont, par contre, bon, effectivement, ils sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Ils sont surtout sensibles à la manipulation. Ils peuvent se rayer très facilement. Ils peuvent aussi être rayés par les appareils de lecture, par certains lasers. Et ils ont des défauts de fabrication. Et ils peuvent, la couche chimique, elle peut se dégrader avec le temps. On parle d'un phénomène qui s'appelle le laser rot. Le côté laser, en fait, va prendre une teinte un peu cuivrée. Et à ce moment-là, vraiment, le signal est fort dégradé. C'est pas forcément un problème de conservation, c'est vraiment un problème de conception. Vous avez peut-être eu connaissance des disques Hyperion au début des années 2000 qui vantaient une qualité de signal, une qualité d'enregistrement supérieure à la moyenne. Mais en fait, le procédé chimique d'inscription du signal sur la galette, en fait, c'est dégradé très très rapidement. Finalement, les disques Hyperion aujourd'hui ils sont très difficilement lisibles. Les rayures peuvent être réduites par un polissage de surface, mais ça reste vraiment la couche supérieure. Donc, ça va supprimer que des rayures. Voilà. Alors, j'en viens au matériel de conservation. Je pense que vraiment, faut retenir, c'est de retirer le plastique. Alors, vous allez me dire, oui, mais je vous présente une boîte de regroupement en plastique puisque c'est du polypropylène. Alors, c'est vrai, mais c'est du plastique dit de conservation. Nous, à la BNF, on utilise des boîtes de regroupement en polypropylène pour tout, pour les VHS, par exemple, et pour les supports CD et DVD. Ça permet de gagner de la place sur les étagères et on en manque. Et ça permet aussi de protéger les supports de la poussière et de l'humidité. Voilà. Si vous avez un dégât des eaux, si vous avez une fuite d'eau en magasin et que vos documents ils sont dans une boîte en polypropylène, il y a des chances que l'eau coule sur la boîte et ne rentre pas dans la boîte. Alors par contre, il y aura de l'humidité et on risque un effet microclimat si on n'ouvre pas la boîte et si on ne fait pas sécher les documents, mais euh, on n'aura pas de documents mouillés. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le polypropylène est aussi un matériau qui est relativement peu cher par rapport au carton neutre et notamment aux boîtes cochards dans lesquelles on recommande de stocker les 78 tours. Pour les prestataires, je vous en ai mis quelques-uns. Donc évidemment, il y a Cochard qui fait du polypropylène, mais c'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est vraiment le carton neutre. CXD qui fait vraiment un peu de tout. Sécan notamment pour les pochettes, pour les 78 tours. Pour les pochettes en carton neutre avec un rond central évidé. Il y a aussi, pour tout ce qui est boîte de polypropylène, il y a Ardenplast que j'ai pas mis sur mon PowerPoint, mais qui est vraiment spécialiste du coup du polypropylène. Eux, vraiment, leur spécialité, c'est le polypropylène et on est sur des choses qui sont quand même un peu moins onéreuses. Voilà. Après, je vous cache pas que les fournitures de conservation, ben, c'est cher. Voilà. Il faut faire des choix en fonction de en fonction des supports les plus fragiles, de la capacité qu'on a aussi à reconditionner, de la quantité de collection qu'on peut avoir quand on a un budget un peu serré. Voilà, il faut savoir, il faut doser un petit peu tout ça. Cela dit, c'est aussi un budget. Si vous décidez de conditionner vos collections qui sont pas conditionnées, c'est un budget que vous allez dépenser une bonne fois pour toutes, parce que c'est des conditionnements qu'on remplace pas tous les 4 matins non plus. Et ensuite, effectivement, il faut avoir un fonds de roulement pour les entrées, mais voilà, ça peut être des plus petites quantités pour gérer vos entrées. Voilà, encore quelques exemples de matériel de conservation. Donc, les pochettes en carton neutre.
Donc il y a plusieurs formats en fonction du diamètre du disque. Parce que que ce soit, enfin, les disques noirs, il y a plusieurs diamètres. Il y a 17, 20, 25 et 30. Alors sur les 78 tours, nous, on conserve même des disques qui font 50 centimètres de diamètre. Pour cela, il y a pas de pochette, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a rien du tout. Mais sur vos supports les plus classiques, vous trouverez des pochettes en carton neutre à la taille. Je vous ai mis également des pochettes en plastique antistatique, donc pour remplacer les plastos dans les micro-sillons. Et un exemple de boîte cochard. Celle-ci, c'est un format 30-30, donc idéal pour conserver les 70 litres. Voilà. Je vous ai dit au début de la présentation que la poussière, c'était notre ennemi numéro un. Dans la poussière, en fait, la poussière, il y a plusieurs choses. Elle va retenir l'humidité et dans la poussière, il y a des spores qui sont à l'état inactif. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que de la poussière plus de l'humidité et une variation de température, ça fait de la moisissure. Donc, si on veut éviter le développement de moisissure, surtout si on ne contrôle pas forcément extrêmement bien les conditions de température et d'hygrométrie dans nos magasins, je sais que c'est loin d'être le cas partout. Le dépoussiérage est vraiment un allié et surtout le dépoussiérage à l'entrée. Quand vous recevez, alors quand vous gérez des collections patrimoniales et que vous recevez un don, que vous recevez, enfin vous faites une acquisition, c'est vraiment important de pouvoir tracer d'où il vient, comment il a été conservé et de le dépoussiérer à l'entrée. Quand j'étais à la médiathèque musicale de Paris, on a dû mener une décontamination sur un magasin entier. Donc, alors c'était un petit magasin, mais 120 mètres linéaires de vinyle qui était dans lequel il y avait une contamination avec des moisissures. En fait, ce qui s'était passé, c'était que l'équipe avait reçu un ton quelques années auparavant. Un don qui, moi je n'étais pas là quand c'est arrivé, sentait la cave de l'aveu des collègues et qui a ensuite été intercalé dans ce magasin pour suivre l'ordre alphabétique. Et donc, vraisemblablement, sur ce don-là, il y avait de la poussière et des moisissures inactives. Et bah, elles se sont développées parce que c'était un magasin dans lequel on ne contrôlait pas trop les conditions de température et d'humidité, surtout de température. Et donc, voilà, on s'est retrouvé avec l'ensemble du magasin décontaminé. Donc, je comprends le dépoussiérage, c'est une tâche qui est pas agréable et que on n'a pas forcément envie de faire. Il y a des prestataires hein, qui font du dépoussiérage. Je vous ai mis une bibliographie à la fin avec la fiche bibliopathe sur le dépoussiérage. Alors, c'est une fiche qui a été écrite pour les documents imprimés. Mais vous trouverez quand même un vade-mecum qui est très utile. Donc, on dépoussière les documents, l'extérieur du document, en fait, ça suffit. Et on préconise un dépoussiérage des collections une fois tous les 10 ans avec dépoussiérage de la tablette. Un très bon mode d'emploi est aussi disponible sur le site de l'INHA qui a procédé à une campagne de dépoussiérage il y a quelques années et qui l'a documenté à destination des gens qui pourraient avoir envie de dépoussiérer leur collection. Bon, et pour le matériel, alors un aspirateur avec un filtre absolu, donc la norme c'est EPA, et des chiffons microfibres, alors très légèrement humidifiés, vraiment très légèrement, et qu'on nettoie en machine tous les mois. Donc, voilà. Je vous disais que mon service s'occupait aussi de la numérisation et de la restauration des documents audiovisuels. Alors, ça fait partie de la conservation de les numériser parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la lecture abîmait en fait les supports. Je l'ai dit tout à l'heure pour les CD, mais c'est particulièrement vrai pour les bandes magnétiques. Si vous avez eu des VHS à la maison, vous vous souvenez comment elles se dégradent au bout d'un nombre de lectures pas si important.
Et les 78 tours, par exemple, vraiment, l'aiguille de lecture, elle laboure le sillon et ça abîme vraiment le disque. Donc, à la BNF, la décision a été prise systématiquement à partir de 2009 de numériser l'ensemble des collections audiovisuelles. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 80% des collections audiovisuelles qui ont été numérisées. Voilà. Et donc, elles n'ont pas toutes fait l'objet d'une campagne de restauration, mais certains documents ont fait l'objet d'une campagne de restauration. Donc, je vous propose deux exemples pour que vous voyez un petit peu la différence entre avant et après. Donc ça, c'est le travail qui est mené par les techniciens son et vidéo du service conservation. Et donc, j'ai deux exemples avec de la musique. Donc, le boléro de Ravel, voilà, donc, vous voyez, la restauration permet de supprimer les bruits qui sont inhérents au support, donc les bruits de surface, les craquements, voilà. Et aussi d'intervenir quand même sur le souffle et les distorsions. Donc là, c'est vraiment le son qui a été enregistré. Donc, donc ça, c'était avant restauration, et donc je vous passe la version après restauration. Donc vous voyez, ça, c'était... Hop, regarde. Alors, Alors, est-ce quelqu'un qu'on... demande si vous avez appliqué une compression en plus de la restauration, j'imagine. alors, non, pas forcément. Pas forcément, hein. L'objectif, c'est de restituer quand même le son dans vraiment le Son plus proche originalité. de ce Hmm. qu'il devait être. Bah, c'est bluffant, ouais. Oui, alors je peux vous le passer sur la voix parlée. Euh, उस चीज़ को मैं मानता हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। voilà, et साथ साथ मैं ये समझ गया हूँ कि राम नाम वो सबसे बड़ी ऊंची दवा है। voilà, donc vous voyez, on est un peu sur le même ordre d'idées, hein. Donc, voilà, on est à peu près sur le même dispositif, mais en tout cas, ça permet vraiment de restituer le son. Alors, après, la difficulté, parfois, c'est de savoir s'arrêter dans la restauration. On restaure et on remasterise pas. L'objectif, c'est vraiment quand même qu'on puisse se rendre compte qu'on est sur un document ancien, qu'on puisse comprendre le sens. Là, en l'occurrence, par exemple, pour un discours, pour une voix parlée, qu'on puisse comprendre le sens des mots, le sens du discours. Mais on va pas voilà, jusqu'à remasteriser vraiment le son. Donc c'est un travail qui est quand même un petit peu différent de celui qui peut être fait sur des rééditions, sur des choses comme ça. On rend compte quand même de la vie du support et de l'âge du support. Donc pour conclure, parce que j'arrive à la fin de la présentation, effectivement, donc je vous dis, c'est un coût important, à la fois en matériaux, en rangement en magasin et la formation du personnel. Donc, c'est des risques aussi à mesurer. La numérisation, c'est une solution, mais c'est une solution qui a un coût. Effectivement, par contre, ça permet d'éviter la manipulation des documents et pour longtemps.
Une fois qu'on a numérisé les documents, bah, concrètement, on peut les ranger et on les manipule plus, on les manipule très peu. Par contre, il faut une solution qui permette de communiquer les formats numériques aux usagers. Et ça, c'est pas forcément simple de pouvoir mettre en ligne les contenus qui sont numérisés et les mettre en ligne de manière accessible aux lecteurs. Voilà. Et donc, alors sans forcément inviter tous les établissements à donner leurs documents audiovisuels à la BNF, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Néanmoins, parfois, on est dans des situations telles qu'il faut se poser la question de se dire est-ce que un autre établissement ne serait pas mieux à même de conserver certains pans de la collection. Quand on manque de moyens, quand on manque de moyens humains, financiers, voilà, ça peut, et qu'on a des collections qui méritent qu'on les conserve, ben ça, voilà, ça vaut le coup de se poser la question. Mais encore une fois, c'est pas pour vous inciter à tout donner à la BPF. Et voilà, je vous propose une petite bibliographie avec quelques supports qui reprennent ce que je vous ai dit. Notamment, alors par contre, des informations sur les cylindres, mais là c'est vraiment pour votre culture générale parce que c'est très intéressant, mais sur voilà, la thèse d'Henri Chamou sur la diffusion de l'enregistrement sonore en France à la Belle Époque, donc ça parle à la fois de cylindres et de 78 tours. Il a notamment numérisé des choses qui sont disponibles sur le site Phonobase. Le document, la conservation des documents, le livre La conservation des documents sonores qui date un peu mais qui a le mérite d'exister, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Voilà, la fiche bibliopathe que je vous proposais, dépoussiérer les collections patrimoniales. Pour avoir une idée également de l'histoire de l'enregistrement sonore, parce que ça permet aussi de mieux comprendre, je vous recommande l'ouvrage de Ludovic Tournès qui doit s'appeler Du 78 tours au MP3, quelque chose comme ça. Je peux vous retrouver la référence exacte. Voilà. Donc, je pourrais vous diffuser la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, allez. Oui. Merci beaucoup, Camille. Ah, je vois qu'il y a une question dans le chat. Ouais, alors moi aussi j'en ai une. Bah, c'est toi, Michael. Ah Non? Bonjour. Non. Bonjour. Ah, Christophe. Oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Jubé, musicophage, Magma, le musée des arts graphiques et des musiques actuelles. Donc nous, on a 130 000 documents sur la musique aujourd'hui, donc ça couvre à peu près une partie de ce que vous avez énoncé. Plus du papier évidemment et des tonnes de formats différents puisque même les 78 tours par exemple des fois sont déjà dans des collections et des boîtes. Alors je vais reparler de la numérisation parce que c'est une question qui s'est posée chez nous et qui nous intéresse toujours et ça soulève quand même la question de la restitution de l'œuvre sur un support qui n'est pas celui qui avait été conçu à l'origine. Est-ce que dans la numérisation, dans ce que vous avez fait, en fait, c'est une question qui a été évoquée et comment vous y avez répondu? Oh. C'est une question qui a peut-être été évoquée en 2009, au moment où on a mis en place le plan de sauvegarde et de numérisation. Ouais, Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Non, aujourd'hui, non, on ne se pose pas la question en fait d'accord. de la diffusion des contenus numériques par rapport effectivement à la matérialité du document. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collections audiovisuelles, elles sont communiquées uniquement de façon numérisée à la BNF, à Uhum. part pour des supports très à la marge, comme les Blu-ray, parce que je vous expliquais que les Blu-ray, on a des difficultés de copie, mais qui sont pas des difficultés techniques, qui sont des difficultés d'hébergement, parce qu'en fait, un Blu-ray, C'est très lourd. voilà, par rapport à un DVD, c'est 10 fois le poids. Donc, il y a une question à la fois de stockage sur les serveurs et de tuyaux, vulgairement, pour streamer la vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas assez de mémoire tampon en Mhm. fait, pour streamer les Blu-ray. Et donc, c'est vraiment une question technique à gérer avec notre DSI.
Par Je contre, on pensais va... surtout, pardon Camille, excusez-moi. En fait, je pense surtout aux supports qui ne sont pas numériques à la base, puisque bon, le DVD, le CD, c'est un support numérique, donc qui est fait pour ne pas, pour être écouté sur un matériel aussi spécifique, avec des compresseurs spécifiques, etc. Lorsque on conserve du 78 tours, nous, on en a, je sais pas, 7 ou 8 000, hein, on n'en a pas votre collection, mais on a des collections entières, par exemple, de chez Odéon, etc. On s'est posé cette question-là parce que on s'est rendu compte que pour la restitution au public, en tout cas, puisque nous, notre travail, c'est de restituer au public, ce n'est pas de faire uniquement de la conservation, on fait de la conservation, mais pour que cette conservation soit restituée, on s'est vraiment posé la question et on s'est dit, mais est-ce que finalement, lorsque on écoute un 78 tours, aujourd'hui, si on va sur YouTube, du 78 tours, à peu près tout est écoutable. Mais en termes d'expérience usagée, en fait, on a une vraie différence entre une écoute sur un support, enfin, sur un matériel d'époque. Encore faut-il que ce matériel soit évidemment en bon état pour pouvoir être écouté. Mais est-ce que dans la numérisation, on peut s'approcher en tout cas de cette expérience? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, quand on numérise les 78 tours, on fait systématiquement ce qu'on appelle une copie droite et une copie restaurée. La copie droite, c'est exactement le son que vous allez entendre si vous le jouez sur la platine, sur un gramophone. Ok. Et ensuite, la copie restaurée, c'est ce que vous avez pu entendre tout à l'heure. La copie droite, elle peut tout à fait être consultable. Maintenant, nous, ici, on est dans le cadre d'une collection de conservation. Notre objectif, c'est de conserver les documents le plus longtemps possible. Et pendant des années, ils ont été communiqués, comme avant la numérisation, on communiquait, on apportait l'appareil et on apportait l'objet. Moi, je n'ai pas connu cette époque, mais à l'époque où on était à la Phonothèque nationale dans les années 80 et que c'était rue de Louvois, on apportait le gramophone et on apportait le 78 tours et le 78 tours était joué sur le gramophone à la demande du lecteur. On s'est rendu compte que cette lecture, c'est ce que je disais pendant la présentation, elle abîme le document. Et Hmm. nous, on est dans la perspective de conserver le document pour pouvoir communiquer l'information. Donc, la numérisation, c'est la meilleure manière de concilier ces deux objectifs qui sont de communiquer le signal au plus près de ce qu'on peut entendre quand on écoute physiquement, mais avec cet impératif de conservation. Et ce que je disais, c'est pour la restauration, c'est toujours un dilemme éthique, c'est jusqu'où on va dans la restauration pour permettre d'entendre la matérialité du support, donc son âge, les défauts qui peuvent être intervenus au moment de l'enregistrement, mais en même temps permettre de comprendre l'information, permettre de comprendre le signal. Donc aujourd'hui, voilà, le dilemme il se pose un peu à chaque fois. Il n'y a pas une réponse pour tous les enregistrements. C'est un petit peu Ok, au- je vois, je comprends. Merci beaucoup. voilà. Ça Et vous, m'éclaire. j'imagine que vous numérisez les pochettes et vous Alors, mettez à disposition sur Gallica. dans le cadre des 78 tours, il n'y a pas de pochette, enfin très rarement des pochettes. Il peut y avoir des albums, mais ce que je disais, c'est que les pochettes papier sont souvent interchangeables et elles sont souvent juste marquées par la marque, donc Pathé, voilà, des choses comme ça. Par contre, on numérise le rond central, qui est l'endroit où Macaron, il oui. doit y avoir toutes les informations. Donc systématiquement, quand vous allez écouter un disque numérisé sur Gallica, vous avez aussi la numérisation du rond central, enfin quasi systématiquement. Pour les 33 tours et les 45 tours, on communique à la demande la pochette. Donc on numérise le signal, mais le lecteur qui veut consulter la pochette, les notes de pochette, le coffret éventuellement, avec d'éventuels goodies qui pourraient être présents dedans, on lui communique. Ouais, très bien.
Michael, je ne sais pas si tu veux réagir en direct. Tu avais posé une question en lien avec la numérisation sur l'impact écologique quelque part. Oui, en fait, je voulais mettre ça plutôt en miroir avec ce qu'on fait au niveau des archives. Déjà, au niveau des archives papier, on est vraiment dans cet entre-deux entre le numérique et le papier. On est vraiment entre deux et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout ce qui est support audio. Voilà, moi, la question, c'est est-ce qu'on a un peu un recul sur comment est-ce que ça va se passer pour tout ce qui est la conservation des données, les serveurs, etc. Toutes ces questions qui se posent déjà en archives, archives pour les archives papier, est-ce que les questions se poseront également pour les archives audio? Est-ce que ça sera à Alors, peu près les mêmes questions? euh, en fait, à la BNF, tout est archivé au même endroit, en fait. Et actuellement, donc, tout était conservé sur des bandes LTO, donc qui sont une solution quand même plus économe en énergie qu'un serveur. Et actuellement, en fait, la BNF est entrée dans un système de conservation pérenne qui s'appelle SPAR. Donc les bandes LTO sur lesquelles étaient conservées les archives audiovisuelles sont en train d'être basculées dans SPAR, qui est un autre système de préservation dit pérenne, mais qui ne repose pas sur, mais qui repose sur des serveurs et pas sur des bandes LTO. Donc, c'est les choix qui ont été faits à l'échelle de la BNF privilégient la pérennité de l'archivage, peut-être au détriment des coûts énergétiques. Hein. Voilà, on n'est pas, malheureusement, à mon échelle, on n'est pas impliqué dans ces décisions. Nous, on suit le mouvement de Spa. Après, pour ce qui est, enfin voilà, vraiment, ce qui a guidé cette migration qui est en cours, hein, c'est vraiment la pérennité de la conservation. Donc, on a plusieurs copies de sauvegarde qui sont faites très régulièrement. Enfin, voilà. Si vous voulez plus de détails, je peux vous renvoyer vraiment sur les documents qui expliquent le projet SPAR à la BNF. Pas de souci, bah, effectivement, ça m'intéresse. Et une échelle plus petite, qu'est-ce que vous conseillerez, par exemple, pour tout ce qui est le réseau des bibliothèques de Toulouse, si jamais on doit faire de la conservation à une échelle plus petite, une échelle plus locale, on va dire. Les bandes LTO, ça reste un support qui est pérenne, qui dure quand même dans le temps parce qu'en fait, il y a une rétro-conservation qui est possible sur deux versions en fait antérieures aux versions actuelles. Donc là, je crois qu'on est à LTO 8 et donc un lecteur peut lire LTO 7 et LTO 6. Donc, à l'époque, on conservait sur bande LTO. La BNF avait fait le choix de sauter à chaque fois une version, d'être que sur les versions paires, parce que ça permettait quand même de. Donc, à chaque fois, les migrations étaient faites de bande LTO en bande LTO, et il y avait toujours un double. Donc, voilà, je pense que la bande LTO, c'est pas du tout une technologie qui est obsolescente. Au contraire, enfin, ça continue à être développé. Effectivement, on est quand même sur une conservation physique, parce qu'on est sur un support magnétique en fin de compte, et donc, mais qui est quand même assez solide. Donc, je pense que ça peut être voilà, une bonne alternative au serveur, si on est dans les soucis de conservation et d'être un peu vertueux pour la planète. D'accord, bah, je vous remercie. Il y avait une question, enfin, tu avais une question aussi, Michael, sur le juridique, mais bon, on se doute bien qu'il faut aussi Ah, être en lien avec les ayants droit quand on numérise. alors, quand on numérise, nous, on numérise ce qui est. Alors, on numérise pas uniquement ce qui est libre de droit, mais par contre, on ne diffuse sur Gallica que ce qui est libre de droit. Voilà, donc ce qui explique aussi quand vous allez sur Gallica que vous avez aussi peu de documents audiovisuels Mm. par rapport aux collections de la BNF. En revanche, Gallica Intramuros, donc qui est le Gallica auquel on peut accéder quand on est présent sur place à la BNF. Là, on a quand même un catalogue qui est plus vaste.
et on diffuse des documents qui sont sous droit, mais qui sont quand même éditorialisés, on diffuse pas tout, voilà. Mais en fait, comme c'est communiqué dans l'enceinte de la BNF, on est dans la même situation que quand on numérise pour communiquer à un lecteur. Il n'a pas la possibilité de copier et il peut faire que la consultation sur place. Voilà. Mais effectivement, si vous décidez de numériser pour diffuser, par exemple, sur votre site, ce qui est le cas, par exemple, sur le portail des bibliothèques patrimoniales de la ville de Paris, à la MMP, on numérisait que les 78 tours libres de droit. Ce qui représente quand même pas mal de 78 tours, hein. Ok, très bien, merci. Et donc, si on pense à un sinistre dans les magasins multimédia, en fait, quelles seraient les préconisations si voilà, il y a eu un dégât des eaux? Est-ce est-ce que les vinyles vont pouvoir être sauvés et comment? Alors, les vinyles vont pouvoir être sauvés. Par contre, leur pochette, c'est moins sûr. En fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte rapidement. Parce que c'est souvent ça, hein, enfin, ce qui est un peu pernicieux, c'est le dégât des eaux qu'on ne voit pas, la fuite La qui est microfuite? derrière, Oui, voilà, qui est derrière oui, les oui. étagères et dont on se rend compte bah, finalement quand on a des moisissures ou quand les collections sont toutes collées entre elles. La difficulté, alors vraiment les disques vinyles, en fait un séchage avec un chiffon doux et puis à l'air libre, ça va suffire. La pochette, on est sur du carton pelliculé, donc c'est souvent plus difficile à traiter que du papier, mais là on est bon, l'idéal c'est la surgélation. Mais là on est vraiment sur des questions de traitement qui rejoignent en fait le traitement des imprimés qui ont été inondés. Donc le, le disque vinyle, lui, à partir du moment où on le sèche bien, il y a Donc c'est un normalement pas. séchage plutôt à l'air libre que forcer le séchage avec un déshumidificateur ou des ventilateurs. Non, alors en fait, on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire un séchage doux du disque, le laisser sécher et on peut le mettre à sécher dans une pièce avec effectivement des humidificateurs ou ventilateurs. Mais plutôt ventilateur parce qu'il ne faudrait pas non plus trop assécher l'air. Voilà, il faut quand même veiller à ça. Mais voilà, du moment que l'air circule, euh, la- la- Mm. on va pouvoir sécher les microsillons. Après, la difficulté, c'est de trouver comment les positionner pour arriver à faire circuler l'air justement entre eux. Ouais, alors nous on utilise dans nos locaux de dépoussiérage et de nettoyage, on a des racks en plastique sur lesquels on peut positionner les vinyles quand on les met à sécher en fait parce on est amené à les nettoyer. Alors les vinyles ou les 78 tours, on est amené à les nettoyer souvent avant de les numériser. Ce qu'on fait avec une solution qui est composée d'eau distillée et puis d'un solvant maison conçu par le laboratoire de la BNF. Et donc ça se nettoie ensuite avec un petit tampon et ensuite on les met à sécher en fait sur ces racks-là. Donc c'est des racks en plastique. Enfin, en fait bon ils sont adaptés mais Vous les avez achetés où, par exemple? alors ceux-là moi je sais pas. Je peux me renseigner parce qu'ils sont là. Je les ai toujours vus donc on les a pas nécessairement remplacés. Euh, voilà, je pense que enfin, ce genre de support, c'est tout à fait Oui, c'est vrai. stable et voilà.
Il y a une question de Charlotte, justement, si, s'il y a un sinistre important, est-ce qu'il y a des matériaux qui vont être dangereux à la manipulation? Ouais, bah, un dégouttoir à vaisselle, c'est pas mal, effectivement. Je Oui, pense que, tout ouais. simplement, mais bon. Ouais, tout simplement, un égouttoir à vaisselle, c'est bien. Alors, dégradation chimique des matériaux, en fait, il y a un risque sur les bandes. Enfin, en fait, il y a surtout un risque d'inflammation. Enfin, les documents surtout sont inflammables, notamment les anciennes bandes magnétiques dans lesquelles il peut y avoir enfin, pas une nitrate de cellulose, mais de l'acétate de cellulose. Il n'y a pas forcément, enfin, ça reste du plastique qui se dégrade notamment à la chaleur. Donc, je recommanderais de toute façon de porter un masque parce que euh, c'est du plastique qui a chauffé, qui a brûlé. Donc, ça peut pas faire de mal, mais il n'y a pas de recommandation particulière pour la manipulation. Par contre, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le dépoussiérage, mais pour le dépoussiérage, des gants et un masque, c'est bien. Et également, si vous avez une suspicion, parce qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus dangereux. Si vous avez une suspicion de moisissure, il vaut mieux manipuler les documents avec des gants et avec un masque. Si vous devez travailler dans un magasin où il y a des documents qui ont moisi, vraiment porter un masque parce que les moisissures, vous pourrez pas le distinguer à l'œil nu, mais il y a des moisissures qui sont vraiment dangereuses pour l'humain. J'ai une question sur les bandes magnétiques. Oui, Alors, on dispose de bandes magnétiques master, donc c'est des bandes qui sont sur des bobines. Concernant le dépoussiérage, justement, est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Est-ce que bah, on est un peu perdu avec ça, c'est-à-dire on a en plus différents types de formats, et puis souvent c'est des gros rouleaux, c'est-à-dire il y a des kilomètres de bandes autour des bobines, et on s'est posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, quelle expérience vous avez par rapport à ça? alors nous, on a des machines qui nettoient les bobines en fait. D'accord, Enfin, c'est comme un gros magnétoscope, je vois, voilà, et donc il va dérouler la bande et la faire passer dans un système de dépoussiérage en fait. d'accord, ok. Voilà. Une machine, tout simplement. Ouais. Et est-ce qu'on peut vous envoyer des choses à la BNF pour dépoussiérer ce genre de documents plus complexes? Ou est-ce que des prestataires le font? Il y a des prestataires qui le font. Enfin, par exemple, quand vous envoyez en numérisation des documents, eux, ils nettoient préalablement, ils nettoient D'accord. préalablement les bandes. C'est un peu une obligation pour eux parce qu'en fait, sinon, ça encrasse leur matériel de lecture. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'ils vont refuser, par exemple, des bandes magnétiques avec des taches, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être du dépôt gras ou de la moisissure, parce que justement, ça abîme les appareils de lecture. À propos de ces tâches, le laboratoire de la BNF, en partenariat avec l'équipe des techniciens vidéo de mon service et l'IUT de Troyes, sont en train de mettre au point une machine justement pour nettoyer en fait ces taches grasses. Donc, ils ont mis au point déjà une solution solvante pour nettoyer le gras, qui abîme pas la bande et qui supprime pas le signal. Et donc, là, l'IUT de 3 essaye de faire les plans pour la machine, pour que, voilà, en partant du même principe, hein, de dérouler la bande et de la passer entre un certain nombre de tampons qui vont la nettoyer. L'objectif, c'est d'avoir ensuite quelque chose qui soit disponible en open source pour le développement de ces machines-là. Euh, voilà. Après, malheureusement, on n'est pas, la BNF n'est pas prestataire pour le dépoussiérage, ni même euh, pour les prélèvements sur un fond qui peut être moisi ou des choses comme ça. Enfin, on a malheureusement beaucoup à faire avec les collections et il y a un peu
un embouteillage, donc on peut que prodiguer du conseil Oui, aux oui, gens. c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'aurais une question concernant la terminologie. Là, vous avez parlé de disque noir. Oui, Pourquoi on parle de disque noir? Parce que moi, par exemple, j'ai des exemples très concrets. Là, je vous montre. Ce sont des photographies qui contiennent un imprimé de disque dessus. Et donc, en fait, c'est une terminologie un peu fourre-tout pour parler à la fois des 78 tours, des 33 tours et des 45 tours, parce que l'essentiel de la production, c'est quand même effectivement le disque noir. Mais effectivement, dans ce fourre-tout de disques noirs, on a, comme vous l'avez montré, des disques imprimés, des disques souples, oui, des cartes postales sonores, des choses comme ça qui effectivement ne sont pas des disques et ne sont pas noirs. et dans ce cas-là, vous les classez dans les photos ou dans les disques? Non, non, les classes dans les disques. Dans les disques. Ouais. Merci. C'est le département SVM qui les conserve. Mhm. Voilà, on en a un certain nombre de disques souples qui sont souvent, on les trouve souvent rattachés dans des magazines. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que Cédric apparaît à l'écran. Alors ouais, c'est juste pour conserver nos collections de CD. Mm. Vous nous conseillez de repasser au boîtier cristal du coup, parce que nous on a toutes nos collections dans des pochettes plastiques. On achète voilà, chez Asler. Oui, je recommande soit le boîtier cristal, soit le boîtier slim si on veut gagner de la place. Ou alors une pochette plastique, mais en millard, quoi. Enfin, une pochette en millard, en fait. Parce que vraiment, la pochette plastique, il y a un risque un risque non négligeable, hein, que ça colle au CD et que quand on ouvre la pochette, il y a une partie de la couche chimique qui part avec la pochette. Ok. Mais oui, je constate, c'est des choix qui ont été faits souvent pour Mm. gagner de la place. Hmm. Mais malheureusement, c'est pas. Puis en plus, bon, c'est vrai qu'il y a un effet un peu microclimat là-dedans qui est pas idéal vraiment pour la conservation. Alors, je sais pas, il y avait une question qui avait été envoyée en avance sur les CD, les collections de CD. Je vais la retrouver. Oui, alors malheureusement, la collègue de Villefranche-de-Rouergue qui s'occupe du fonds de jazz n'est pas avec nous. Alors, C'était pas elle, mais alors, c'était une question, comment les collègues conservent-ils et où valorisent-ils les CD, sachant que les achats diminuent, voire cessent, car les emprunts aussi, quel choix, que conserve-t-on? oui, c'est Anne Dantec qui a réussi à rejoindre la réunion, enfin la D'accord, réunion, la formation qui est avec nous et qui vient de Brest ouais, et pas d'une collègue d'Occitanie, mais d'accord. la question se Alors, pose partout de toute façon. pour la conservation, je vous ai indiqué, hein, donc effectivement, éviter au maximum les pochettes plastiques. Les boîtes Polypro, c'est une solution pour gagner de la place en rayonnage. À la médiathèque musicale de Paris, le choix avait été fait il y a pas mal d'années de stocker les collections dans des armoires rotatives, donc ce qui protège aussi pas mal de la poussière. Sur la question de la valorisation, alors c'est pas une réponse, je vais pas vous faire une réponse toute faite parce qu'en fait j'en ai pas, mais je pense qu'on tâtonne tous sur cette question. Mais à la MMP, on a commencé à avoir des éléments de réponse. Je pense que un élément de réponse important, c'est la politique documentaire, c'est avoir une politique documentaire réfléchie, d'autant plus quand on a de moins en moins d'argent pour les acquisitions. Si on veut maintenir un peu l'intérêt des personnes qui empruntent, parce qu'il y a encore des gens qui empruntent, alors évidemment à la Médiathèque musicale de Paris, plus parce que c'est un établissement qui est vraiment identifié pour ça. Mais même dans le réseau de la ville de Paris, il y avait encore des discothèques dans lesquelles les gens empruntaient. Et je pense que
Je sais pas comment c'est chez vous, mais il y a encore probablement des lecteurs qui empruntent. Mais je pense que il faut, même si on a des collections qui sont plus restreintes, il faut maintenir quand même une certaine fraîcheur. Donc continuer à acquérir des choses même en moindre quantité parce qu'on est aussi là pour constituer le patrimoine de demain. Ça, je pense que c'est une dimension qu'il faut pas perdre de vue. Parce que effectivement, même s'il y a beaucoup de choses qui sortent en dématérialisé, bah, tout ne sort pas en vinyle. Il y a encore des choses qui sortent que Mm. sur CD. Donc voilà, la matérialité de l'objet, c'est quand même toujours quelque chose quelque chose qu'on conserve. Voilà. Moi, comme ça, je pense il y a des axes sur lesquels, enfin, on peut créer des collections avec un peu des lignes de force. Je pense notamment la production locale et particulièrement des labels indépendants, des choses vraiment un peu plus niche et qui vont relever du territoire. Aussi parce que, comme je vous le disais au début, à la BNF, on collecte pas tout, parce que tout le monde ne connaît pas ses obligations de dépôt légal. Donc je pense que voilà, c'est un axe, par exemple, sur lequel vous pouvez travailler. Voilà. Si vous avez une discothèque qui a déjà des points forts, on sait que les discothécaires, ils ont tous un genre musical qu'ils préfèrent. Vos collections de CD, elles sont marquées aussi par ça et peut-être par les différents discothécaires qui se sont succédés et qui faisaient une veille plus ou moins précise sur certains sujets parce que c'était leur tropisme. Donc peut-être effectivement développer un peu ces aspects-là de la collection, quitte à en laisser tomber d'autres et à se dire qu'on a une collection qui est pointue sur un sujet en particulier et qu'on va attirer comme ça des connaisseurs et des collectionneurs. Ça peut aussi être les beaux objets. À la MMP, on avait une collection de coffrets. Les coffrets, pour le coup, c'est des choses qui sont onéreuses et que le public peut pas forcément se payer, mais qui sont aussi souvent des anthologies, des intégrales, donc des choses intéressantes à conserver, mais aussi à diffuser. Alors évidemment, c'est des budgets d'acquisition qui sont assez importants. Donc voilà, pour moi, vraiment, ça revient à avoir une politique documentaire avec des axes forts et à construire votre collection autour de ça. Et donc, à se séparer aussi de segments de collection en fonction de votre collection documentaire. Je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'état matériel du CD qui s'abîme à la lecture et qu'il ne faut pas hésiter je pense, hein, aussi à se séparer de choses qui sont trop abîmées ou en tout cas à les désélectionner et à pas les proposer en prêt. Voilà, ça fait partie de l'attrait de la collection. Je pense notamment dans le classique, il y a beaucoup de rééditions d'enregistrements qui peuvent être un peu anciens et donc remplacer ces enregistrements un peu anciens par des rééditions qui sont plus belles, qui sont plus attrayantes. C'est des choses, voilà, c'est un peu des choses, des idées comme ça qu'on peut suivre. Je pense que la MMP mène ces réflexions-là pour le réseau de la ville de Paris et je pense que c'est pas inintéressant de se rapprocher d'eux et d'avoir ces échanges-là avec eux si vous voulez pas vous débarrasser de votre Oui. discothèque. euh, je pense que ça vaut le coup de réfléchir à plusieurs. Bah justement, il y a eu l'ambition, donc au niveau régional, de penser à une conservation partagée. Donc l'agence, donc anciennement, c'était le C2RL Midi-Pyrénées qui avait lancé une réflexion en 2007. Et il y avait eu deux comités de pilotage en 2012 et 2013 en mettant bien l'accent sur les axes que vous avez parlé, donc production locale,
sur tout ce qui est plus inédit, les labels, les coffrets, enfin, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et il y avait eu un recensement des collections faites en Midi-Pyrénées sur la volumétrie, etc. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Bon, j'imagine pour de multiples raisons, pour des problèmes de place pour la conservation, des problèmes de ressources humaines. Et donc actuellement, donc à l'agence unique désormais, on ne va peut-être pas pouvoir voilà, s'immiscer dans cette problématique, on va dire, mais en tous les cas, c'est dans nos têtes. Je peux peut-être faire un retour d'expérience, Blandine, sur une chose par rapport à ce que Camille a dit sur le choix éditorial. Oui, Par vas-y. rapport à nos choix à nous, en tout cas. Donc, ça ne peut être qu'un retour d'expérience, mais en tout cas, nous, on essaye de conserver et de vérifier le risque de disparition. Alors, pourquoi? Parce que le numérique, c'est une chose, mais aujourd'hui, tout ça est très mouvant, c'est-à-dire que la disposition et la disponibilité de la musique au travers des plateformes numériques, je pense surtout à Spotify, Deezer et les grandes plateformes, c'est que un pan de la musique a déjà disparu en réalité de ces collections numériques. C'est-à-dire il suffit que quelqu'un décède, il suffit que la maison de disques arrête et il y a une disparition. Il est évident que sur les major compagnies, on est sur d'autres échelles. Mais en tout cas, nous, on essaye de mesurer le risque de disparition par rapport à cette conversation, à cette conservation, pardon. Mais ça reste quelque chose chez nous qui est vraiment une direction assez prégnante et stricte parce que on le voit et nous on travaille beaucoup sur le numérique et on fait beaucoup de prospectives sur ce qui se passe aujourd'hui sur les plateformes et on voit que alors pas seulement en local mais aussi sur des productions plus confidentielles, des pans disparaissent. Ils vont continuer à disparaître puisque l'économie du numérique aujourd'hui, elle est pas très fiable. On sait bien que Deezer a perdu 5 millions d'euros par an depuis 15 ans, etc. Et donc du coup, ces services numériques sont appelés dans les 10 prochaines années à être complètement transformés. En tout cas, l'accès à la musique va se transformer. Alors comment, on n'en sait rien hein, dans les perspectives. Je pense que la BNF doit en faire des études avec des sociologues aussi également. Mais ça reste pour nous dans les collections, quand on récupère des collections de bibliothèques départementales entières, puisqu'en ce moment elles désherbent beaucoup, quand on récupère 20 ou 30 000 documents, ce qui arrive plus souvent en ce moment qu'avant, c'est de faire des choix liés à cette disparition. Voilà, Oui, outre, oui, oui, outre ce merci. que Camille a énoncé. Ben, merci Christophe. C'est vrai que dans notre région, on a la chance que vous existiez. On a aussi pour la conservation de tout ce qui est fonds régionaux, on a le COMDT, donc le Conservatoire des musiques traditionnelles, danse et musique traditionnelle. On a le CIRDOC, qui est la médiathèque occitane. Donc la BDB Haute-Garonne, qui est avec nous aujourd'hui, a un fonds régional. Enfin, c'est pour ça qu'il se serait pertinent de se remettre tous autour d'une table, et, et de Périgord a un fond. réfléchir à ça. Après, je ne peux que vous inviter à revoir donc les 2 jours de colloque qui se sont tenus à la BNF sur ces questions vers une patrimonialisation de nos collections. Parce que voilà, on sait que les établissements désherbent, on ne sait pas si c'est en conscience ou pas. Donc, Ah, c'est compliqué cette question-là parce que on était à la BNF. Moi, je discute beaucoup avec Catherine du dépôt légal sur ces questions-là. Et c'est vrai que on a essayé, en tout cas, on œuvre auprès des bibliothèques départementales régulièrement pour leur dire faites attention quand vous désherbez, de bien réfléchir à comment. C'est vrai que les politiques après, et puis ben, chacun a des politiques différentes au sein de sa propre structure et les choix sont pas simples. En tout cas, nous sommes rentrés dans une politique non seulement de conservation, mais on travaille à comment restituer, renvoyer dans certains lieux aussi une partie des collections, un peu comme une bibliothèque départementale finalement, mais qui serait moins géographique et peut-être moins associée à la médiathèque en tant que telle. C'est-à-dire que on a été contacté régulièrement par des tiers-lieux, des lieux différents pour pouvoir
remettre en circulation une partie des documents ou en tout cas les valoriser d'une autre façon. C'est-à-dire que par simplement le fait d'avoir un peu de valorisation sur une table et une bibliothèque sur laquelle on remplit du CD. C'est-à-dire comment animer finalement la musique dans d'autres lieux qui ne sont pas uniquement des bibliothèques. Voilà, c'est une expérience, hein. Je n'ai Ouais. pas beaucoup de... Après, on revoit un regain d'intérêt pour le vinyle. Je veux dire, il y a nombre de médiathèques qui remettent à disposition leur collection avec parfois même le prêt des lecteurs de ces objets. Donc, Oui, c'est ça vrai reste que... des petites collections quand même, hein. C'est-à-dire Ouais. que chaque fois que j'ai pu visiter des bibliothèques qui ont encore du fond, on a une exposition qu'on vend auprès des départements qui s'appelle Vinyle 2.0, qui est une expo qui tourne depuis 5 ans à peu près un peu partout. Je sais pas, elle doit être dans une vingtaine de bibliothèques départementales. Donc j'ai visité ces bibliothèques, j'ai eu l'occasion de voir les collections. Ça reste des collections qui sont extrêmement confidentielles. C'est rare qu'on ait des grosses collections. La bibliothèque départementale, par exemple, de Haute-Garonne, avait, alors je ne sais pas où est encore ce fonds, mais avait un énorme fonds à un moment donné de vinyle il y a quelques années. Beaucoup de fonds ont disparu parce que, Camille, vous le disiez sur la conservation, c'est pas facile, hein, il faut, nous, on reçoit Non, non, c'est pas facile. Et puis effectivement, enfin, et puis je pense que à l'époque, quand le CD a supplanté le vinyle commercialement, il y a énormément de bibliothèques. Enfin, à la Médiathèque musicale de Paris, ils avaient récupéré, comme c'était la mission de l'établissement depuis le début, donc il a été créé dans les années, enfin en 86. Donc déjà en 86, c'était sa mission de conserver. Et en fait, en 86, c'est vraiment, ça commence à être le tournant, en fait, entre le moment où le CD commence à gratter des parts de marché au vinyle. Et donc, effectivement, la collection patrimoniale de vinyle, elle était constituée beaucoup de ça, des autres bibliothèques qui désherbaient leur fond de vinyle en se posant vraiment pas la question, hein, en se disant on supprime tout et on remplace tout par du CD. Aujourd'hui, on a un peu assisté à ça avec le numérique. Et effectivement, je vous rejoins hein, sur le fait que tout n'est pas disponible en numérique, tout ne sera pas toujours disponible en numérique. Mais pour moi, ça plaide vraiment dans le sens d'avoir des politiques documentaires fortes et concertées aussi. C'est vrai que j'ai pas, enfin, entre établissements, euh, la notion de conservation partagée, elle semble très intéressante de ce point de vue-là. Oui, si je peux me permettre de répondre à Christophe par rapport à la médiathèque départementale. Donc, en effet, on avait une grosse collection de vinyles, mais c'était la collection d'Airbus Oui, je m'en qu'on souviens. qu'on avait récupérée. Bonjour Et Nicolas. elle t'attend toujours, hein, mais bon, je ne sais pas trop ce qu'on pourra en tirer parce que comment dire, il n'y a pas grand-chose de très intéressant et les vinyles sont quand même en moyennement bon état. Voilà, après, par rapport au désherbage, il faut bien comprendre que nous, on a des injonctions hein, de la part de l'élu, on a des Eh oui. injonctions de la part de la direction et des chefs de service, et on tente, comme on peut, d'y résister et d'essayer d'amener des arguments pour justement ne pas désherber à tour de bras sans réflexion. Voilà, donc au départ, c'était assez facile parce qu'on avait quand même énormément de multi-exemplaires, donc c'était très facile, hein, on désherbait les multi-exemplaires. Mais là, maintenant, le problème devient un peu plus compliqué, il faut trouver des critères en fait de désherbage assez pointus, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Alors Bon, à bientôt Nicolas. Ouais. sur le désherbage, il y a un cas à Béziers, par exemple, ils ont envoyé à la BMVR de Nice une partie de leur collection qui est vraiment un peu référente en France, bon, mis à part la BNF, bien sûr, mais sur les collections vinyles. Donc, il y avait, et je crois que ça s'est fait dans les années 80, donc il y avait quand même cette réflexion du fait qu'il fallait patrimonialiser certaines choses. Mais bon, encore, enfin, faut-il, oui, s'entendre entre établissements au niveau régional ou même voire national pour essayer
Bah oui, de faire une conservation partagée parce que clairement, Oui, les... oui, ça semble la seule option, hein, je pense aussi. Mm. Il n'est pas prévu au niveau de la BNF d'animer un groupe de travail ou de porter une réflexion à cette échelle. Alors, Non, juste, après, il faut vraiment se tourner plutôt vers mes collègues du service son, qui sont vraiment plus sur ces questions-là. Moi, c'est vrai que je m'occupe on a de... évoqué la question lors du colloque, lors du dernier colloque, on a évoqué cette question-là. Oui, Avec Catherine, on a vraiment, ça a été rapide et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait une nécessité de faire quelque chose. Nous, on est partant pour y aller en tout cas, ça c'est sûr, et participer à ce genre de choses. En tout cas, on le disait, une nécessité, une discussion importante à avoir parce que l'avenir est extrêmement fluctuant et incertain. Donc, c'est le bon moment, à mon sens, Mm. de mener ces conversations. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais Alors le ministère a lancé une enquête autour de plutôt des supports multimédia vidéo, toute une enquête sur justement aussi leur conservation. Voilà, c'est plutôt axé sur le cinéma, le DVD, mais ça s'est un petit peu élargi au son. Donc il y a quand même un groupe de travail qui est en train de naître, mais bon, j'ai pas trop eu de retour. après, sur les questions de multimédia, parce que c'est aussi dans notre département, on conserve aussi le dépôt légal des multimédias. Là, pour le coup, on a des vraies problématiques de conservation et de numérisation parce que la difficulté, c'est que euh, les systèmes d'exploitation changent, évoluent, les logiciels, enfin, enfin, je retrouve plus le mot, mais donc les applicatifs changent et effectivement, on se retrouve avec des collections qu'on a énormément de mal à numériser. Donc, et que bientôt aussi, on pourra plus communiquer Mm. parce que les consoles de jeux fonctionneront plus. Donc, aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'on communique encore à la marge en physique, à la demande, mais on a aussi deux ingénieurs qui travaillent sur l'émulation des jeux. C'est des collections qui sont pas très importantes en termes numériques, mais enfin en valeur absolue, mais qui posent vraiment des défis particulièrement complexes. Mm. Je crois qu'on va conclure là-dessus, sur un défi particulièrement complexe. Ben, il est midi, donc je vois qu'il y a déjà des gens qui nous ont quittés parce qu'ils doivent, j'imagine, aller en service public. Donc merci beaucoup Camille. Merci. Merci à vous. Merci à tous pour les échanges à la fin. Donc vous allez retrouver toutes les ressources sur notre site. Et puis j'espère que tôt ou tard, un plan de conservation partagé musique verra le jour. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.